Bien, bonjour à tous. Donc, c'est le troisième cours de géométrie algorithmique. Et donc, ce cours est intitulé Calcul géométrique. Et je vais essayer d'expliquer ce que veut dire calcul géométrique. On a vu jusque-là, dans le premier cours, les structures géométriques discrètes fondamentales, enveloppe convexe, diagramme de Voronoi, triangulation de Delaunay. Puis dans le deuxième cours, on a vu des algorithmes pour les construire, en particulier des algorithmes randomisés. Et donc ce cours va chercher à passer des algorithmes au programme. Au moins discuter quelques questions qui sont liées à ce passage entre le monde, disons, mathématique des algorithmes et le monde concret des programmes. Donc je vais aborder ce sujet, essayer d'en montrer quelques questions. Et puis Sylvain Pion donnera un séminaire sur CIGAL. CIGAL veut dire Computational Geometry Algorithm Library, et c'est une bibliothèque logicielle qu'on a développée avec des partenaires en Europe sur 20 ans, donc un très gros logiciel dont Sylvain a été un des principaux développeurs. Et donc, ça sera la deuxième partie de cette séance. Donc, il y aura essentiellement trois parties. Une première partie, je vais essayer de vous montrer que entre ce que j'appelle la vérité mathématique et la réalité informatique, il peut y avoir un saut. Et puis on verra comment on peut aborder cette question. Et en particulier, je voudrais souligner l'importance de ce qu'on appelle les prédicats géométriques, leur importance, leur rôle central dans ces algorithmes géométriques, et puis également comment on peut rendre ces prédicats robustes et d'en faire des codes efficaces. Et puis la dernière partie sera un jeu entre cette complexité, disons, algébrique des prédicats et la complexité algorithmique traditionnelle. Voilà, et donc je montrerai deux exemples pour lesquels on peut simplifier la complexité algébrique des prédicats en transformant les algorithmes. Donc je vais revenir, ceux qui ont suivi les cours précédents vont trouver que c'est un peu lassant, mais donc juste l'algorithme d'enveloppe convexe du plan, donc le plus simple qu'on puisse imaginer. Donc on a un ensemble fini de points rouges et on veut trouver le plus petit convexe qui contient ces points. Et un algorithme, l'algorithme de Graham que j'avais décrit, mais si vous prenez un autre algorithme que j'avais décrit qui était l'algorithme incrémental, on pourrait dire la même chose. Cet algorithme, je vous le rappelle très rapidement, consistait à identifier un point noir dans l'intérieur de l'enveloppe convexe, par exemple le barycentre des premiers points, trier les points par angle à partir de ce point noir, les points rouges à partir de ce point noir, ce qui donne un polygone qu'on va ensuite parcourir. Et soit on tourne à droite, quand on marche le long du polygone, soit on tourne à droite, et à ce moment-là, le point, on marche en arrière et le point est supprimé. Soit on tourne à gauche, on continue, on retrouve un point où on tourne à droite, on marche en arrière, etc. Et quand on a fait le tour, on a construit l'enveloppe convexe. Donc ce qui est important de constater ici, c'est pour ça que je répète cet exemple qui peut paraître banal, c'est qu'en fait, il y a, la seule chose qui pilote le déroulement de l'algorithme, c'est de savoir si on tourne à droite ou si on tourne à gauche. Et c'est donc un prédicat. Et ce qui est important, c'est que la structure combinatoire de l'enveloppe convexe, c'est-à-dire la suite des sommets ou des arêtes qui la constituent, va être entièrement déterminée par la réponse que va faire l'algorithme quand on l'interroge pour savoir si on tourne à droite ou si on tourne à gauche. Donc en fait, à la base de la construction de la structure combinatoire, il y a le fait qu'on doit prendre des décisions qui s'appuient sur des coordonnées et donc sur des valeurs numériques. Donc il faut qu'à chaque étape, on puisse répondre à cette question et les problèmes de fiabilité vont être liés au fait qu'on sait répondre de manière exacte ou pas à cette question. Alors, ça ne va pas tout à fait de soi, et si on regarde la thèse de Chamos, qui est
le moment fondateur, l'acte fondateur du domaine de la géométrie algorithmique. Le modèle qui est utilisé pour analyser les algorithmes n'est pas un modèle qui prend en compte les aspects numériques. Donc on va supposer qu'on fait tous les calculs sur des nombres réels, toutes les opérations élémentaires vont être faites sur des nombres réels en un temps unité et de manière exacte. Donc c'est ce qui s'appelle la real RAM, la machine à accès aléatoire qui travaille sur les nombres réels. Donc c'est une approximation évidemment très grossière de la réalité, je vais y revenir, mais ça a un avantage, c'est que c'est très général, tous les problèmes de géométrie qu'on peut imaginer vont rentrer dans ce cadre. Ça utilise toutes les mathématiques classiques, j'y reviendrai aussi, du monde continu, et ça a assuré, disons, pour le domaine, un essor spectaculaire, parce que ce modèle a permis de se concentrer sur les aspects, disons, liés à la complexité, plutôt qu'aux détails d'implémentation. À supposer que ce soit des détails d'implémentation, j'y reviendrai. Donc, en tous les cas, pour ce qui est de l'essor du domaine, ça a été extrêmement profitable, et c'est toujours le modèle d'analyse des algorithmes standards en géométrie algorithmique. Alors évidemment, ce modèle ne va pas sans problème si on regarde comment on peut implémenter les algorithmes sur un ordinateur réel. Et donc là, je vous montre très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'arithmétique des ordinateurs, mais un ordinateur ne peut représenter que des nombres avec un nombre fini de bits. Donc si on utilise la norme I3E 754 pour représenter des doubles, voilà, il y a un bit de signe, un exposant sur 11 bits et une mantille sur 64 bits qui permet de représenter donc les nombres flottants. Donc la représentation est finie, on ne peut pas représenter tous les nombres réels et en particulier on ne peut pas représenter des nombres qui sont très géométriques comme racine de 2, la diagonale du carré de côté 1. Donc il va falloir arrondir les nombres, et c'est là que commencent à arriver les problèmes. On n'est plus dans le monde continu de la géométrie habituelle, mais dans un monde discret, celui de l'arithmétique des ordinateurs. Donc, on peut faire beaucoup plus aussi que, évidemment, représenter que les nombres flottants. On peut utiliser des nombres algébriques, les représenter sur un ordinateur, les nombres rationnels, les nombres algébriques, et ça serait largement suffisant pour la plupart des problèmes géométriques. La difficulté qui est liée à ça, c'est que manipuler les nombres algébriques, ça doit se faire par logiciel et c'est plus du hardware. C'est beaucoup plus lent et beaucoup moins efficace, donc si on veut traiter des millions de points, ça serait impossible. Donc il y a tout un sujet que je n'aborderai pas, mais qui est comment manipuler les nombres algébriques sur des ordinateurs, en particulier pour répondre aux problèmes géométriques. Donc il y aura une conférence dans le colloque qui suivra le cours, donné par Kurt Mellorn sur ces questions-là, mais il faut quand même garder à l'esprit que ces techniques, même si elles ont progressé, restent très en deçà, évidemment, des performances qu'offre le calcul en flottant sur les machines modernes. Alors ça, c'est des citations qui sont un peu vieilles peut-être, mais qui montrent quel était l'état des connaissances autour des années 90. Donc il y a deux citations. Robin Forrest, qui est quelqu'un qui est très connu dans le monde de la CAO, et qui appelait d'ailleurs la CAO Computational Geometry à l'époque, et qui avait fait une conférence invitée en 86, dont je me souviens, qui dit « Mathématiquement, le problème de trouver les segments qui s'intersectent, donc on a une famille de segments dans le plan, on ne peut pas imaginer un problème plus simple, est trivial. Computationnellement, le problème est loin d'être facile et même impossible à résoudre de manière fiable et consistante. » Donc ça, c'est en 86. Et il y a une citation d'André Liotier, qui était à l'époque chez Matra Data Vision, qui est devenu Dassault Systèmes depuis, donc vraiment des grands experts du calcul géométrique, et qui dit « Dans l'industrie, la réalisation et la maintenance d'algorithmes géométriques comportant une part combinatoire et une part numérique sont très coûteuses. La réalisation de tels algorithmes ne procède pas d'une méthodologie rigoureuse et reproductible. » Bon, ça remonte à 97.
mais d'un savoir-faire personnel difficilement transmissible. Si les conséquences semblent mineures et n'affecter que des cas limites peu fréquents, en fait, on remarque que la gestion des epsilon et des cas limites devient la partie la plus coûteuse en mise au point et en maintenance. Donc l'idée générale, c'est que prendre le modèle des machines réelles, réel RAM, et remplacer real par flottant, ça conduit à des catastrophes. Et donc, c'est cette question-là que je voudrais qu'on examine de près, et en particulier en revenant sur cette question des prédicats qui va être centrale. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme géométrique? Eh bien, en entrée, vous lui donnez, par exemple, des points pour l'enveloppe convexe. Ensuite, il va faire des tests, tourne à droite, tourne à gauche, et il va en déduire la structure combinatoire de l'algorithme. Et puis, dans certains cas, pour l'enveloppe convexe, ce n'est pas le cas, mais si vous pensez à l'intersection de demi-plans, ce qui était un problème dual, à ce moment-là, il faut aussi construire les sommets qui vont être les sommets du polyèdre, qui ne sont pas donnés au départ. Donc, il faut ensuite construire un plongement de la structure. Ce qui est un autre problème que j'aborderai quasiment pas, peut-être à la fin un peu, mais donc il y a ces deux aspects, l'aspect plongement et l'aspect structure combinatoire qui caractérisent ces objets géométriques. Ce qui est important de constater, c'est que les prédicats vont décider de la structure combinatoire. Et donc si on sait répondre de manière exacte aux prédicats, au moins la structure combinatoire sera correcte, et en général c'est ce qui garantit la robustesse de l'algorithme, le fait que l'algorithme va se comporter comme on veut. La question du plongement restera en suspens. Sylvain en parlera peut-être. Alors, quand est-ce qu'on a des problèmes? On a des problèmes quand on est au voisinage de situations dégénérées. Par exemple, 3 points alignés. Donc, dans l'enveloppe convexe, on doit savoir si on tourne à droite ou si on tourne à gauche, mais quand les 3 points sont presque alignés, si on fait une petite erreur d'arrondi, eh bien, on peut se tromper, évidemment. Et donc, ce qui est une petite erreur numérique qui peut être très faible, peut conduire à une décision qui est erronée, qui elle-même peut conduire à des catastrophes par la suite. Avant d'en venir là, si on regarde simplement ce prédicat d'orientation, c'est-à-dire est-ce que 3 points tournent à droite ou tournent à gauche, si le triangle est orienté dans le sens direct ou dans le sens inverse, en fait, ça se ramène à calculer le signe d'un déterminant. Donc, dans le plan, c'est le déterminant que j'ai indiqué ici, c'est un produit vectoriel. Donc, et là, j'ai repris une image sur un article de Lutz Kettner, Kurt Mellorn, Sylvain Pion et d'autres, où ils ont, pour des points qui sont presque alignés, donc on voit les coordonnées ici, PQR des 3 points, les 3 points sont presque sur la diagonale, et pour différentes valeurs d'un paramètre qui font varier, ils calculent ce que renvoie le calcul flottant de cette expression. Et donc, normalement, tous les points qui sont en dessus de la diagonale devraient être bleus, tous les points qui sont en dessous de la diagonale devraient être rouges, et seuls les points qui sont exactement sur la diagonale devraient être jaunes. Et en fait, vous voyez qu'il y a énormément d'erreurs et que l'utilisation du calcul flottant est très loin de refléter la réalité. Donc prudence, il faut prendre en compte le fait que les prédicats, si on les évalue, on calcule l'expression en utilisant un nombre flottant, conduit à des résultats erronés. Je voudrais maintenant vous montrer un autre algorithme et un autre exemple. Alors, je vous montre un autre algorithme, parce que c'est un algorithme très standard en géométrie algorithmique, très, très important, et qui va illustrer également la difficulté liée à ces prédicats. Donc, l'algorithme qui est dû à Bentley-Ottman en 1979, donc là aussi c'est un résultat des débuts de la géométrie algorithmique. Donc on se donne une famille de segments dans le plan et on veut construire, alors il y a plusieurs questions, j'y reviendrai, mais disons on veut construire l'arrangement de ces segments, c'est-à-dire la figure formée par l'union des segments. Donc une idée pour faire ça, et éviter de calculer toutes les paires de segments qui s'intersectent, ça va être de balayer le plan de gauche à droite par une droite verticale. Donc on démarre, et il y a 2 observations. C'est que si on va regarder quels sont les segments rouges, donc, qui sont coupés par la droite de balayage verte.
l'observation, c'est que la liste de ces segments, la liste des segments coupés par la droite de balayage, ne va changer que quand on passe sur une extrémité de segment ou si on passe sur un point d'intersection. C'est évident. Et d'autre part, la deuxième observation, tout aussi évidente, c'est que si deux segments se coupent, et si on place la droite de balayage un tout petit peu avant le point d'intersection, on va voir que ces deux segments sont consécutifs dans la liste ordonnée des segments qui coupent la droite de balayage. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux structures de données, une queue de priorité des événements, c'est-à-dire les endroits où l'ordre le long de la droite de balayage va changer, donc c'est les extrémités et les points d'intersection, mais les points d'intersection, on ne les connaît pas au départ, donc on initialise cette liste avec les extrémités uniquement. Et puis par ailleurs, on va avoir une structure verticale qui va représenter l'ordre dans lequel les segments coupent la droite verticale, triée par ordonnée croissante. D'accord ? Et donc, à chaque fois que deux segments vont être consécutifs dans cette liste, on testera s'ils se coupent à droite de la droite de balayage, et si oui, on insérera dans la queue de priorité ce point d'intersection comme nouvel événement. D'accord ? Donc les événements sont découverts au fur et à mesure qu'on avance. Donc voilà la simulation. On s'arrête à chaque fois, on met à jour. À chaque fois qu'on trouve une extrémité gauche, on insère un nouveau segment dans la liste verticale. Quand on passe sur un point d'intersection, on intervertit les positions de des deux segments qui se coupent. Et quand on arrive sur une extrémité droite, on supprime un segment de la liste. Donc, toutes ces opérations élémentaires sur les structures X et Y demandent un temps logarithmique dans la taille de la structure, donc c'est très efficace. Et donc, au bout du compte, la complexité de l'algorithme, c'est n log n pour trier les extrémités au début. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête sur 2n, les segments, deux extrémités, plus k, c'est le nombre de points d'intersection événements. Et en chacun d'eux, on va faire un petit nombre d'opérations sur les structures x et y, qui chacune ont un coût logarithmique. Donc, en temps n plus k log n, on résout le problème. Voilà, donc, c'est un algorithme simple et bien connu, qui se généralise sans difficulté au cas d'arcs monotones, donc ça veut dire des arcs de courbe qui n'ont pas de point de tangente verticale. Alors, cet algorithme, il est très sensible aux erreurs numériques. Alors, avant de décrire ça, je voudrais faire un lien avec ce que j'avais présenté la dernière fois, si vous vous souvenez, qui était le cloisonnement des segments dans le plan. Et donc, en fait, cet algorithme de balayage permet de construire le cloisonnement. En même temps qu'on avance, on a accès à toute l'information nécessaire pour relier une extrémité au segment immédiatement en dessous, au segment immédiatement au-dessus. Donc, en fait, cet algorithme construit aussi le cloisonnement dont on avait parlé la dernière fois. Et si vous vous souvenez, dont la complexité, donc randomisée, était meilleure et optimale, n log n plus k. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tellement la question de la complexité algorithmique que je veux examiner, bien que ce soit aussi l'objet de la question, mais plutôt celle de la complexité des prédicats. Donc, ce que je voudrais illustrer là, c'est un problème numérique grave, dans le sens où ce n'est pas une petite erreur numérique va entraîner une erreur très grande, en fait, deux segments qu'on ne va pas voir se couper, alors qu'ils se coupent de manière évidente sur la figure S3 et S4. D'accord ? Donc, comment ça marche ? On fait exactement le balayage précédent. Donc là, il y a... Ici, ça va être l'évolution de la structure Y, ici, l'évolution de la structure X. Donc, on a passé A1, on a inséré le segment S1, on passe à 2, l'extrémité gauche de S2, on insère un segment, S2, qui est au-dessus de S1. Jusque-là, pas de problème. Et voilà le problème. En fait, quand S1 et S2 sont voisins dans la structure Y, on regarde s'ils se coupent à droite. Et oui, ils se coupent à droite de la droite de balayage. Et on insère dans la structure X, le point
I12 que je mets tilde parce qu'on fait une erreur sur le calcul de I12. Mais parce qu'on s'est trompé, on voit que ce point d'intersection, celui sur lequel est la droite de balayage, est en fait vu à gauche de l'extrémité A3 du segment 3. D'accord ? Donc c'est là qu'est l'erreur. Le point d'intersection a une abscisse calculée plus petite que l'extrémité gauche du segment S3. Et donc on insère le point d'intersection avant l'extrémité gauche A3 du segment S3. Et à ce moment-là, on intervertit S1 et S2. On continue, on arrive à l'extrémité A3, là on insère S3, et S3, on trouve, en le cherchant dans une recherche binaire dans la liste Y, on trouve qu'il est en dessous de S2, ce qui est correct, et donc on le met en dessous de S2. Et puis on continue. Donc là on passe sur... je suis un peu perdu. Voilà, on passe sur le point d'intersection entre I2 et I3, très bien. Et donc, on continue. On insère l'extrémité de A4 qui vient en dessus de S1. Tout va bien. Et puis, on passe l'extrémité droite de S1. Donc, S1 disparaît de la structure. L'extrémité gauche de S3. L'extrémité droite de S3, pardon, qui disparaît de la structure. L'extrémité droite de S4 qui disparaît. L'extrémité 2 de S2 qui disparaît. Et donc, pardon, on a terminé et on n'a pas vu S3 et S4 comme des segments qui s'intersectent. Donc, la petite erreur qu'on a commise sur le calcul de l'intersection de S1 et S2 fait que beaucoup plus tard, beaucoup plus loin dans le déroulement de l'algorithme, on commet une erreur considérable. Voilà, donc en fait, ces deux exemples montrent un peu la difficulté de ces algorithmes géométriques, le fait qu'une petite erreur numérique peut entraîner des catastrophes. Et donc là, je cite Knut, que tout le monde connaît, qui estime que ces problèmes, contrairement à ce que pouvait laisser entendre André Lyoté en disant que, ou en constatant que régler ces problèmes numériques en réglant des epsilon pouvait conduire à une solution, en fait, la résolution propre de ces questions est une question elle-même fondamentale qui mérite autant d'attention que la conception d'algorithmes théoriques. Donc, si on regarde un petit peu de près les prédicats, donc le prédicat d'orientation, on l'a déjà vu. En dimension supérieure, son expression est exactement la même. On remplace simplement le vecteur des coordonnées x0, y0 par un vecteur de d coordonnées. Donc, c'est le déterminant d'une matrice de dimension d plus 1. Et comme précédemment, l'algorithme incrémental dont j'avais parlé les fois précédentes se construit en utilisant uniquement ce prédicat. Donc on n'a besoin que de savoir décider si un simplex, maintenant, donc c'est plus un triangle, mais c'est un analogue en toute dimension, est orienté positivement ou négativement, et ça suffit pour implémenter l'algorithme d'enveloppe convexe. Le problème, c'est évidemment que c'est un polynôme. Si on considère les coordonnées des points comme des variables, ça va être un polynôme de degré d dans ces variables. Et donc, si d est grand, ça va conduire à des difficultés évidemment numériques. Donc, si on veut calculer simplement des polynômes de degré d, il faudra avoir une précision multipliée par d pour faire le calcul de manière exacte. Voilà. Et donc, une des questions, c'est d'évaluer le degré algébrique de ces prédicats et de pouvoir classer les algorithmes, voire de concevoir des algorithmes dont le degré algébrique soit le plus petit possible. Et puis, de la même façon que pour la complexité algorithmique, on peut aussi s'intéresser aux bornes inférieures et chercher à trouver des bornes inférieures sur le degré algébrique des problèmes qu'on cherche à résoudre. Donc ces questions ont été étudiées autour des années 2000. Alors, quelques autres prédicats, juste pour finir le tableau.
Donc, vous vous souvenez que pour construire les triangulations de Delaunay, il faut utiliser un prédicat qui décide si un point X est à l'intérieur, sur ou à l'extérieur du cercle circonscrit à un triangle dans le plan. Et en dimension supérieure, c'est la même chose. Donc, dans le plan, c'est le prédicat qui est là. Si vous vous souvenez aussi, on avait ramené ce problème, ce prédicat, à un prédicat d'orientation en dimension d plus 1. Donc c'est ce qu'on fait ici. On relève les points sur le paraboloïde unité. C'est pour ça qu'il y a une troisième coordonnée, x0 carré plus y0 carré. Et en toute dimension, c'est la même chose. Il suffit de remplacer les deux premières coordonnées ici par des coordonnées des points en dimension d. Donc, d'une manière générale, ce prédicat va être un prédicat de degré d plus 2. Et si on complique le jeu, qu'on regarde d'autres diagrammes, par exemple le diagramme des sphères ou d'Apollonius, on peut montrer que le degré est 16. Donc il faut comprendre que degré 16, ça veut dire que c'est très difficile de faire du calcul, disons, naïf. Toutes les chances que ça conduise immédiatement à des catastrophes. C'est degré 16 indépendant de la dimension ? Non, dans le plan. En dimension supérieure, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Ouais. Alors, pour répondre à ça, il y a une première approche qui consiste à chercher à résoudre de manière exacte l'évaluation de ces prédicats. Donc, l'idée, c'est que ce qui compte, ce n'est pas la valeur numérique du déterminant, mais c'est son signe. Et donc, on peut jouer là-dessus pour évaluer de manière exacte le signe, moins, plus ou 0, sans avoir à évaluer de manière exacte la valeur du déterminant. Et cette nuance va être très importante. Donc, je vais vous illustrer ça en vous montrant qu'en fait, on peut évaluer ces déterminants de manière exacte en utilisant de la simple précision. Et pas évaluer les déterminants, évaluer le signe des déterminants. D'accord ? Et en fait, ça a entraîné toute une famille de méthodes où on cherche à garantir l'évaluation des signes, des expressions, des prédicats, ce qui va conduire à construire la structure combinatoire de manière rigoureusement exacte, à le faire de manière très efficace. On comprend bien que si on est loin d'une situation dégénérée, le prédicat va être loin de 0, et donc évaluer son signe va être assez facile. Et en revanche, c'est si on est proche d'une situation dégénérée que là, les choses se compliquent et il faut regarder à la loupe. Donc il y a beaucoup de méthodes pour faire ça. Je ne peux pas les décrire toutes, donc j'ai fait une petite sélection. Donc je vais vous montrer comment on peut évaluer des signes de déterminants en simple précision. Mais il faut savoir qu'il y a aussi, et que c'est lié, des théorèmes de borne de séparation sur les racines de polynômes qui peuvent être utilisés. Donc c'est plutôt ce dont parlera Courtemelord dans sa conférence au colloque du 6 juin. Et puis il y a une troisième catégorie de méthodes dont parlera Sylvain, qui sont des méthodes qui utilisent l'arithmétique multiprécision des ordinateurs et qui vont faire de l'arithmétique multiprécision avec une, disons, modération, en ne le faisant que quand c'est nécessaire. Donc je le laisserai parler de ça. Et donc tout ça a conduit à des progrès considérables par rapport aux citations dont je parlais tout à l'heure, des années 2000. Et donc ça a en particulier fait le succès de Sigal, dont parlera Sylvain, qui implémente de façon rigoureusement exacte les algorithmes géométriques avec une efficacité qui est proche de celle du calcul flottant. Donc, pour vous donner une idée de ce genre de méthode, donc voilà comment on peut évaluer de manière exacte le signe d'un déterminant d'une matrice dont les entrées vont être des entiers en simple précision. Donc c'est le modèle. Et donc D, c'est le déterminant. Et ce qu'on va faire, c'est on va donner, donc la matrice, c'est
a pour colonne U1, UD. Et on va faire jouer à la dixième coordonnée, je vais appeler Z aussi, un rôle particulier. D'accord ? Donc en fait, si on regarde les D-1 premiers vecteurs, U1, UD-1, ils vont définir un réseau dans l'hyperplan qui passe par l'origine et qui est défini par ces vecteurs. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, en fait, on va associer. Donc on peut regarder, donc là vous avez une vue, disons, verticale à gauche et une vue en projection au milieu. Donc on peut projeter ce réseau, soit dans l'hyperplan dont je viens de parler, soit dans le plan Z égale 0, c'est ce qui est fait ici, et on peut associer à chaque cellule, chaque maille de ce réseau, une boîte qui va avoir, voilà, qui est définie ici, donc qui va être engendrée par les vecteurs et qui aura pour hauteur la somme des hauteurs de tous les vecteurs de la matrice ici. D'accord ? Les dixièmes coordonnées de tous les vecteurs. Donc c'est ce qui est écrit ici. Et l'idée, c'est que identifier le signe du déterminant, c'est pareil que de positionner l'extrémité du vecteur UD par rapport à l'hyperplan formé par les D-1 premiers vecteurs. Et que si on a localisé UD, la projection de UD, que je vais appeler petit UD, dans le réseau qui est au milieu, on va ensuite le positionner par rapport au haut et au bas de la boîte. Et si le point est à l'extérieur de la boîte, en fait, on a ramené le problème à un problème de dimension D-1. Et sinon, on sait que le vecteur est petit, et on peut le multiplier, ce qui ne va pas changer le signe du déterminant, et on va pouvoir recommencer. La question, bien sûr, c'est combien de fois on va recommencer. Donc en fait, la méthode consiste à projeter, à résoudre des problèmes de dimension D-1, et éventuellement, donc voilà ce qui est précisé ici, donc on localise la cellule dans laquelle appartient l'extrémité, se projette l'extrémité de UD. On construit le reste, en fait, UD moins l'origine de la cellule. Et de deux choses l'une, soit le haut de la boîte, soit le Z de UD est au-dessus du haut de la boîte. À ce moment-là, le signe, c'est le signe d'un déterminant de dimension D-1. Pareil si on est en dessous, le signe est négatif. Sinon, on multiplie par 2 le vecteur et on recommence. Et le résultat, c'est qu'en fait, on ne peut pas recommencer indéfiniment. On ne peut pas multiplier par 2 le vecteur indéfiniment, parce que si le déterminant n'est pas nul, comme c'est un déterminant sur des entiers, sa valeur vaut au moins 1. Et donc, au bout d'un certain temps, on aura... si on trouve on est toujours dans la boîte, c'est que le déterminant est 0. D'accord ? Donc ça se mesure assez facilement en regardant quelle est chaque composante du vecteur. Donc c'est un entier codé sur b bits, donc il est plus petit que 2 puissance b. Et le dernier, le reste, puisqu'il est contenu dans une boîte formée avec des vecteurs, c'est d fois cette quantité. D'accord ? Donc on a la norme de ces vecteurs. Ensuite, on utilise la borne d'Adamar sur les déterminants, qui est donc la valeur absolue du déterminant, c'est au plus le produit des normes des vecteurs, et vous en déduisez cette quantité. Et donc si D n'est pas nul, D est donc plus grand que 1, à ce moment-là, vous en déduisez ici une borne supérieure sur le nombre d'itérations, IT, que va faire cet algorithme. Donc en fait, on peut, avec un algorithme rigoureusement exact, évaluer le signe du déterminant sans avoir à calculer le déterminant lui-même. Et on peut analyser la complexité, donc qui est en fait très mauvaise dans le cas le pire, mais qui en pratique est excellente, et qui a... Bon, Brigitte Vallée avait étudié et analysé aussi cet algorithme dans le plan, sous des hypothèses, des distributions uniformes, pour montrer qu'effectivement il était efficace. Et ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que le nombre de bits utilisés
c'est en gros le même que le nombre de bits nécessaires pour coder les entrées de la matrice. Donc B plus D plus log D moins 2. Voilà, donc c'est ce que j'appelle calculer le signe du déterminant en simple précision. Voilà, donc c'est une méthode, il y en a beaucoup d'autres, et comme j'ai dit, il y a aussi d'autres classes de méthodes pour résoudre ces problèmes, mais je vais m'arrêter là sur ce sujet, c'est pour vous donner une idée de techniques utilisées pour évaluer de manière exacte les prédicats. Alors, je vais aborder maintenant une autre question qui est celle de la réduction de la complexité algébrique des algorithmes. Et je vais regarder deux questions différentes, celle de l'arrangement de segments encore, et puis celle des triangulations de Delaunay. Donc maintenant, vous êtes bien au courant de ces problèmes de balayage et de cloisonnement qui en fait sont analogues. Mais je voudrais regarder de façon détaillée quels sont les prédicats dont on a besoin. Et comparer ça, en fait, aux prédicats dont on a besoin si on s'intéressait juste à décider si deux segments s'intersectent. En fait, il faut beaucoup plus de prédicats, et des prédicats dont les degrés algébriques sont beaucoup plus grands. Donc, premier prédicat, il faut savoir trier des extrémités. Ça, c'est banal, c'est juste comparer deux nombres machines. Le deuxième prédicat, c'est de savoir si un point est en dessus ou en dessous d'un segment. Pas non plus très compliqué. Et un problème qui s'y ramène, qui est celui de savoir décider si deux segments s'intersectent. D'accord ? Donc, jusque-là, tout va bien. Ça se complique un peu avec le prédicat 3, celui qui était en cause dans l'exemple où je vous ai montré qu'il y avait un problème numérique. Donc là, il faut décider si une extrémité est à droite ou à gauche d'un point d'intersection. Donc, si l'abscisse d'un point est à droite ou à gauche de l'abscisse d'un point d'intersection entre deux segments. Là, il y a un D qui ne devrait pas y être. Prédicat 4. Alors, le prédicat 4, c'est celui qui va permettre de classer, de trier les points d'intersection le long d'un segment. Donc, ce point-là, on a un segment, voilà, c'est la figure centrale ici, un segment, et puis coupé par deux segments, et on veut savoir quel est le point d'intersection qui est à droite et celui qui est à gauche. Donc ça, c'est important si on veut construire l'arrangement des segments. C'est-à-dire, on veut non seulement calculer les points d'intersection, mais on veut aussi les ordonner le long des segments. Enfin, le dernier prédicat, le plus compliqué, c'est celui qui va décider si un point d'intersection entre deux segments est à droite ou à gauche du point d'intersection entre deux autres segments. Donc il y a 4 segments en jeu, alors que dans le cas précédent, il n'y en avait que 3. Et donc là, une petite remarque, c'est que le choix des prédicats dépend du problème qu'on cherche à traiter. Si on veut trouver les paires de segments qui se coupent, il suffit du prédicat que j'appelais 2', qui en fait se ramène à des prédicats d'orientation. Il suffit de savoir si un point, si les triangles entre un point et les deux extrémités, entre une extrémité d'un segment et les deux extrémités de l'autre, est orienté de la même façon ou de manière opposée à l'autre extrémité du segment. Donc ça, c'est un prédicat qui est simple. En revanche, pour l'arrangement, il faut ce prédicat que j'appelais 3. Et pour le cloisonnement, il faut tous les prédicats qui sont ici en jeu. Donc, suivant le problème auquel on s'intéresse, ce n'est pas la même chose. Donc, voilà, pour le prédicat d'intersection, donc savoir si deux segments se coupent, eh bien, c'est donc les segments AB et CD. Il suffit de décider si l'orientation de ABC fois l'orientation de ABD est négative, c'est-à-dire que les points C et D sont de part et d'autre de la droite AB, et puis également que l'orientation de ACD fois l'orientation de BCD est négative, c'est-à-dire que le point D, que le point A, les points A et B sont de part et d'autre de la droite CD. Donc si on a ces deux conditions à la fois, évidemment, les deux segments se coupent. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, ce prédicat se ramène donc à des prédicats d'orientation.
donc prédicat d'orientation. Dans le plan, c'était un degré algébrique 2. Donc, c'est un prédicat simple, disons. Il suffit d'avoir la double précision pour le calculer de manière exacte. Alors, on peut montrer, c'est pas compliqué, et je ne vais pas insister là-dessus, qu'en fait, les prédicats 3, 4, 5 ont des degrés algébriques 3, 4 et 5. Donc, en fait, si on s'intéresse juste à chercher les paires qui s'intersectent, il suffit d'avoir la double précision. Si on veut calculer le cloisonnement, ce qui était nécessaire pour l'algorithme randomisé optimal de la dernière fois, eh bien, il faut des prédicats de degré 5. Voilà, donc c'est une petite illustration du fait que le choix des algorithmes peut être important, et ça, sur le choix des prédicats, mais également qu'il y a un rapport entre la complexité de l'algorithme et la complexité des prédicats. Donc là, j'ai listé, comme c'est un problème très important et très célèbre, il y a eu beaucoup de travaux dessus, et donc j'ai cité ici quelques références importantes sur les différents problèmes. Donc, pour trouver les paires qui s'intersectent, eh bien, évidemment, on peut tester toutes les paires, l'algorithme est quadratique, et il suffit d'utiliser le prédicat de degré 2. Donc ça, c'est l'algorithme naïf. En 1995, donc Balaban avait montré qu'on pouvait résoudre ce problème en temps n log n plus k. Mais là, vous allez voir qu'il faut utiliser des prédicats plus compliqués. Pareil, Edelsbrunner et Chazelle ont montré qu'on pouvait calculer l'arrangement avec une complexité optimale, comme l'algorithme randomisé, RIC, à droite, que je vous avais montré la dernière fois, qui calcule aussi, mais randomisé, un cloisonnement en temps optimal. Et donc, si on met les degrés qui correspondent, l'algorithme naïf, c'est degré 2, Balaban, degré 3, Chazelle et Edelsbrunner, degré 4, et les algorithmes qui construisent un cloisonnement, degré 5. Donc, il y a une nuance, disons, entre ces problèmes. Et on peut également chercher des bornes inférieures sur la complexité des algorithmes si on limite les prédicats. Donc, c'est ce que j'avais fait avec Jack Stowing. Donc, ici, vous avez donc, comme je vous ai dit, ces algorithmes marchent exactement de la même façon si on utilise des arcs de courbes monotones, sans tangente verticale. Et donc, ici, vous avez deux ensembles de courbes, M courbe rouge et N courbe bleue. Et la question, c'est de savoir si on n'utilise pas le prédicat qui dit que si on n'utilise que les prédicats 1 et 2, c'est-à-dire les prédicats qui disent qu'il y a une intersection ou pas, ou qui trient les extrémités, mais qu'on ne peut pas trier, par exemple, extrémité et point d'intersection, à ce moment-là, eh bien, on ne peut pas avoir la complexité qu'on avait dans les algorithmes précédents, n log n plus k ou n plus k log n. Et en fait, il y a une borne inférieure en n racine de k. Et l'idée de la preuve, c'est de construire donc cet exemple où les m segments rouges, m arcs rouges se coupent, d'accord ? Donc m c'est racine de k. Et il est nécessaire de tester, donc maintenant on peut déformer les courbes rouges sans changer les intersections, donc changer la figure. Et donc on peut amener n'importe quelle courbe rouge au-dessus de n'importe quelle courbe bleue et déformer éventuellement la courbe rouge pour la faire intersecter ou pas la courbe bleue. Et donc si on ne fait pas explicitement le test d'intersection entre la bleue et la rouge, on ne saura pas résoudre le problème. Et comme ça, donc il faut qu'on puisse le faire avec toutes les courbes rouges et toutes les courbes bleues. Donc on a une complexité minimale. Il faut tester toutes les paires courbe rouge, courbe bleue. Et donc, comme il y a racine de k courbe rouge, la complexité c'est n racine de k. Donc voilà disons un lien entre la complexité combinatoire, algorithmique, et puis le degré algébrique des prédicats. Alors, j'avais Donc cette question a aussi suscité du travail. La référence va venir un peu plus tard. Alors, ce que je voudrais montrer maintenant, c'est qu'en fait, on peut également réviser les algorithmes pour abaisser le degré algébrique.
Et donc ça, c'est ce qui est fait ici, dans un balayage qu'on appelle topologique. Donc si on regarde ce qui se passe entre deux extrémités, donc EI et EI plus 1 sont deux extrémités de segment. Je ne regarde pas les points d'intersection. Donc les droites vertes correspondent à deux extrémités de segment consécutives. Si j'utilise si j'utilise un prédicat de degré 3, je vais pouvoir décider quelles sont les intersections qui sont dans une bande entre deux extrémités. D'accord ? C'est exactement ça que fait le prédicat de degré 3. Donc en fait, l'algorithme va consister à trier les extrémités, comme d'habitude, et ensuite repérer les paires consécutives, toujours le long de la droite verticale, dont l'intersection est située dans la bande, localiser la bande dans laquelle se trouve l'intersection. Donc ici, je vais traiter toutes les intersections, peu importe dans quel ordre, du moment que les intersections sont dans la bande. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un balayage topologique. On ne va pas traiter les intersections dans l'ordre précis des ordonnées de ces points d'intersection, on les traite dans n'importe quel ordre, enfin en vérifiant quand même que ça correspond à des segments qui sont consécutifs le long de la droite verticale. Donc j'applique exactement l'algorithme précédent, mais sans me soucier de trier les points d'intersection. La seule chose que j'ai vérifiée, c'est qu'ils tombaient bien dans la bande entre les deux points, les deux extrémités consécutives. Donc comme je l'ai dit, le prédicat 3 suffit pour décider si une intersection est à droite ou à gauche d'une extrémité, donc pour localiser dans quelle bande entre deux extrémités consécutives se trouve le point d'intersection. Et ce qui est également intéressant, c'est que on peut localiser une extrémité, donc là il va arriver une nouvelle extrémité, EI plus 1, on va pouvoir la localiser dans la structure verticale uniquement avec des prédicats de degré 2, uniquement des prédicats d'orientation. D'accord, donc on a besoin du degré 3 pour se localiser dans la bande, et ensuite, avec du degré 2, on s'en sort. Donc la conclusion, c'est qu'en fait, l'algorithme de balayage permet de résoudre le problème 1. Évidemment, là, on perd l'ordre sur les points d'intersection, donc on ne peut pas espérer résoudre le problème de l'arrangement, mais on a résolu le problème de détecter des paires qui s'intersectent avec cette complexité et un degré au plus 3. Une remarque supplémentaire, on peut, si on utilise maintenant de la double précision, c'est-à-dire je vais faire du calcul en double précision et utiliser le mode d'arrondi des ordinateurs, donc en supposant que ce mode d'arrondi est exact, donc on arrondit à l'entier le plus près, à ce moment-là, on peut, en utilisant de la double précision, faire tourner le même algorithme. Donc l'observation est la suivante, c'est que si un point, décider si un point d'intersection est à gauche d'une extrémité, bon, c'est le petit calcul que j'ai rapidement montré tout à l'heure, ça se ramène à cette expression où c'est le produit d'une différence et d'une expression de degré 2. Et donc, on peut, si on fait le calcul, en utilisant la double précision des machines qui vérifient la norme I3E, on aura un arrondi exact, et donc on va respecter une monotonie. C'est-à-dire que si l'extrémité est trouvée, donc le tilde veut dire, avec le calcul flottant, à gauche d'une extrémité, ça veut dire que le vrai point d'intersection est également à gauche. Et donc ici, pour l'application qu'on a regardée, ça signifie que on va calculer les points d'intersection. Donc cette fois-ci, on fait vraiment le calcul en double précision. Et si ce point d'intersection est trouvé à gauche, donc c'est ce qui est écrit ici, si le point d'intersection est trouvé entre EI et EI plus 2, on sait que son arrondi, donc tous les points d'intersection ici peuvent être arrondis au pire sur la droite verte du milieu. D'accord ? Et donc, en fait, il suffit pour savoir si on peut traiter le segment de traiter les points d'intersection qui sont avant le point EI plus 2.
d'accord, donc dont l'arrondi va être au plus AEI plus 1, et ensuite d'utiliser les prédicats de degré 2 pour localiser EI plus 1 et donc vérifier ceux qu'on peut effectivement traiter, mais ça c'est un prédicat de degré 2. Donc moyennant cette astuce, en utilisant un arrondi de double précision, dans ce cas-là, on peut en fait s'en sortir et résoudre ce problème de balayage en n'utilisant que de la double précision. Voilà, donc j'étais un peu long peut-être sur ce problème, mais c'est pour vous sensibiliser au fait que, en regardant finement ces questions de prédicats et la façon de les implémenter, on peut donc, en l'occurrence, résoudre un problème qui pouvait apparaître de degré 5 en un problème de degré 2. Voilà, donc ce travail aussi a suscité a eu des suites. Donc, je vous avais parlé de la borne. Donc, il y a une variante où les segments sont en deux familles, chaque famille n'ayant pas d'intersection, les rouges et les bleus. Donc là, on peut vraiment traiter le problème avec du degré 2. Et puis, il y a un résultat intéressant de Shan. Je vous rappelle la borne inférieure en racine de k de tout à l'heure, qui montre qu'on peut résoudre le problème 1 avec cette complexité en n'utilisant que des prédicats de degré 2. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ces segments, mais j'espère vous avoir convaincu que même pour un problème simple, d'apparence simple, il y a des questions assez subtiles, et finalement la phrase du début est peut-être maintenant plus facile à comprendre. Voilà, pour la dernière partie, je voudrais revenir à la triangulation de Delaunay. Donc la triangulation de Delaunay, on a dit, c'est un prédicat une sphère qui doit décider si un point est à l'intérieur de la sphère circonscrite à un simplex. Et donc c'est un prédicat de degré D plus 2, et on ne peut pas faire mieux. Mais une idée qui est apparue dans un contexte complètement différent permet de regarder le problème d'un point de vue un peu nouveau. L'idée est la suivante, c'est qu'on va considérer deux ensembles de points. Un ensemble de points qui va discrétiser l'espace dans lequel on se trouve, c'est les points bleus ici, qu'on appelle les témoins, les witnesses, et puis les points sur lesquels on veut vraiment construire la triangulation, c'est les points noirs qu'on va appeler les landmarks. Voilà, donc l'idée c'est de se... On a discrétisé, vous pouvez voir les points bleus comme les points de la grille flottante si vous voulez. Donc on a discrétisé le problème et on va remplacer le fait de décider si un point est à l'intérieur d'une sphère par des calculs de distance. Tout est là, donc on va ramener un test, un prédicat donc de degré D plus 2 par un prédicat de degré 2. Et donc, pour faire ça, on construit ce qu'on appelle le complexe à témoins, le witness complex, qui est défini de la manière suivante. On va dire qu'un sommet, donc un simplex dans ce complexe, dans cet assemblage de simplex, est donc un ensemble de points, de L, tel qu'il existe un point de W qui est plus près de ces points de L que des autres. D'accord ? Donc c'est ce qui est illustré ici. Le point W est plus proche des trois sommets du triangle sigma qui est ici. À la différence de la définition de la triangulation de Delaunay, on ne dit pas que W doit être à la même distance que les trois sommets du triangle, juste qu'il doit être plus proche. D'accord ? Et donc, en fait, on va assembler tous les simplexes qui ont un témoin et dont les faces ont un témoin. Et c'est ça qu'on va appeler le complexe un témoin. D'accord ? Alors, quelques petites remarques. Si on est dans l'espace euclidien, il suffit de comparer des distances pour le construire, puisqu'il suffit de calculer la distance et comparer la distance de W au sommet, au landmark. Donc, c'est degré 2 dans l'espace euclidien. On peut le définir dans tout espace métrique, ça aussi c'est intéressant, on y reviendra peut-être plus tard. Et en particulier, il n'y a pas besoin de plonger les points dans un espace continu. Il suffit d'avoir les distances entre les points pour construire ce complexe à témoins. Une remarque triviale, si l'ensemble des witnesses, on prend un sous-ensemble, évidemment, on aura inclusion du complexe défini sur le sous-ensemble des witnesses. Excusez-moi.
Et puis, dernière petite remarque, si on est dans l'espace euclidien, la triangulation de Delaunay est contenue dans ce complexe à témoins, à condition de prendre pour témoin l'ensemble de tous les points. Alors, c'est un peu spécial, mais je vais revenir sur cette question après, mais imaginez que les witness soient tous les points de l'espace. À ce moment-là, la triangulation de Delaunay est évidemment contenue dans le complexe à témoins, puisque son centre, le centre du cercle circonscrit, de la sphère circonscrite au simplex, est évidemment un point qui est plus proche des sommets du simplex, il est même à égale distance que de tous les autres. Et donc, les simplexes de Delaunay sont contenus dans le complexe witness. En fait, il y a un résultat de De Silva remarquable qui dit que l'inclusion inverse est également vraie. Donc, dans le cas où les witness sont l'ensemble de tous les points de l'espace, à ce moment-là, on a en fait égalité, identité entre la triangulation de Delaunay et le complexe de witness. Donc, je vais très rapidement vous donner l'idée de la preuve. Il y a une preuve géométrique très simple. De Silva avait donné plusieurs preuves différentes. Donc, l'idée, c'est de prouver ce résultat par induction. Donc, on prend un simplex, dimension k, P0, Pk, et une boule, puisque c'est un simplex du complexe à témoins, il a donc une boule qui va témoigner que c'est bien un simplex de ce complexe, donc qui a un centre plus proche de ses sommets que des autres points de L. Et on va procéder par induction sur la dimension de ce simplex. Donc le simplex est là, c'est le simplex qui est tau ici, et donc ces faces sont de plus petite dimension, donc sont L des faces de Delaunay, donc il existe une sphère circonscrite, la sphère rouge, d'accord, et donc on a deux sphères, une sphère qui sont toutes les deux circonscrites à cette face sigma de tau, une rouge qui est une sphère de Delaunay et une bleue qui est une sphère de témoin qui témoigne que tau est un simplex de Delaunay. Et donc maintenant, on va regarder toutes les sphères dans le faisceau dont les centres vont de C à W, plutôt de W à C. La première sphère contient des points, d'accord ? Et donc, quand on va faire glisser cette sphère en la maintenant circonscrite à la face commune, on va toucher un nouveau point, c'est le point qui est en bas ici. D'accord ? Donc, on aura un point de plus sur la sphère bleue, et donc on aura augmenté la dimension du simplex pour lequel on a un témoin, et on aura augmenté le nombre de points qui sont sur la sphère témoin. D'accord ? Et on va procéder par induction et montrer comme ça que, en fait, c'est le résultat de De Silva, si l'ensemble des witness est égal à l'ensemble de tous les points de l'espace, on a identité entre triangulation de Delaunay et les witness, le complexe à témoins. Donc, ce résultat, qui a un joli résultat, évidemment ne marche pas si, ce qui est le cas qui va nous intéresser, les witness ne sont qu'un nombre fini de points de l'espace ambiant. Et donc on peut le comprendre en regardant ici ce cas avec 4 points. Donc normalement, on devrait avoir l'arête AB dans la triangulation de Delaunay. On devrait avoir les deux triangles qui partagent l'arête AB. Mais en fait, pour que cette arête AB apparaisse dans le complexe à témoins, il faudrait qu'il y ait un point, un witness, un témoin, qui soit plus près de A et de B que des autres points. Et donc, en clair, il faudrait que ce témoin soit dans la cellule de Voronoi associée aux points A et B, c'est-à-dire l'ensemble des points plus proches de A et de B que de tous les autres. Et vous voyez que cette cellule ici est toute petite parce que les points sont presque co-cycliques. Et donc, si l'ensemble des witness est fini, eh bien, ce sera difficile d'avoir un témoin dans cette zone. Et s'il n'y en a pas, ce qui peut arriver, l'arête AB, qui est une arête de la triangulation de Delaunay, ne sera pas une arête dans le complexe à témoins, et donc on n'aura pas identité entre les deux complexes. Donc il y a évidemment une différence, mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette différence intervient parce que les points sont presque cocycliques. Donc en fait, c'est encore une situation dégénérée, et si on peut assurer une certaine stabilité ou s'éloigner des dégénérescences,
on peut retrouver l'identité entre le complexe à témoins et la triangulation de Delaunay. Et ça, c'est quelque chose qui est fait à travers la notion de protection. Donc ici, je vous montre un triangle de Delaunay, sa boule circonscrite, et dire qu'il est protégé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une boule centrée au centre du cercle circonscrit, de rayons augmentés de delta, et telle que cette boule ne contienne aucun point. Donc la définition d'une boule de Delaunay, c'est que la boule ne contient aucun point à l'intérieur, aucun des points noirs à l'intérieur de la boule. Ici, on élargit la boule de delta, et on veut que la même propriété soit vraie. Et à ce moment-là, c'est très facile, c'est juste l'inégalité triangulaire qui va permettre de montrer que si on a un ensemble de témoins fini, mais suffisamment dense, epsilon dense, c'est-à-dire que tout point, donc là je me suis placé dans le tore plat pour éviter les problèmes de bord, donc un espace périodique, que j'échantillonne de manière dense avec une densité epsilon, c'est-à-dire que tout point de cet espace est à distance au plus epsilon d'un point de l'échantillon, de W. Et on suppose que tous les simplexes de Delaunay sont protégés par delta, delta plus grand que 2 epsilon. À ce moment-là, on a identité entre le complexe de witness, à témoin, et la triangulation de Delaunay. Donc en fait, il y a un lien très étroit, et une fois encore, si on assure un certain éloignement par rapport aux dégénérescences, on peut résoudre le problème. Donc je passe la preuve, c'est vraiment juste une suite de 3 inégalités triangulaires tout à fait élémentaires. Donc cette notion de protection est en fait importante parce qu'elle caractérise d'une certaine façon à quelle distance on est d'une dégénérescence pour les triangulations de Delaunay. Et on peut en fait transformer ce lemme géométrique en un algorithme qui va effectivement produire un ensemble de points en perturbant les points, ce qui est la manière la plus simple, perturber les points de façon à assurer un éloignement suffisant des dégénérescences, et donc à ce moment-là, assurer que la triangulation de Delaunay et le complexe à témoins soient identiques. Voilà, donc là, je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais j'y reviendrai le cours suivant, parce qu'en fait, cette question est assez centrale, puisqu'elle est liée à la stabilité des triangulations de Delaunay. Elle interviendra en particulier pour les maillages, quand on veut des éléments qui ont un volume non nul, ou bien dans les questions de triangulation de variété. Voilà, donc je conclus. C'était un petit panorama de quelques questions plus que quelques résultats liés aux interactions entre les algorithmes géométriques et leur programmation. Donc, je n'ai pas parlé de l'image en haut à droite que j'ai montrée tout à l'heure, mais c'est le moine Pacioli qui a une main, j'aime cette image, c'est au musée de Naples, parce qu'il a une main sur, la main droite montre une figure géométrique et la main gauche pointe sur un livre d'arithmétique. Donc, c'était l'objet du... Voilà. Et puis la figure de gauche, qui est une tablette babylonienne, qui montre que racine de 2 est égale à 1,4142. Donc personne ne sait comment ils ont pu avoir une précision aussi grande, mais disons depuis très longtemps, on s'intéresse à l'approximation des nombres irrationnels et également au fait de montrer que c'est des nombres irrationnels, donc 2 approches différentes mais qui sont toutes les 2 utiles, en particulier pour les problèmes qui nous concernent. Et puis je vais passer la parole à Sylvain Pion, qui va vous présenter la bibliothèque Sigal. Donc Sigal est une bibliothèque dont le but était d'implémenter ces algorithmes géométriques réputés difficiles à implémenter, basés sur des idées que je vous ai présentées et d'autres que Sylvain va vous présenter, avec en tête qu'il y avait un aller-retour intéressant, fructueux, entre la conception d'algorithmes, disons théoriques, et la programmation de ces algorithmes, conduisant à des recherches du genre de celles dont j'ai parlé précédemment. Et évidemment, pour pouvoir conduire à des applications. Voilà, donc merci pour votre attention. Je vais maintenant... Bon, s'il y a une question brûlante, mais j'ai un peu explosé mon temps de parole. Oui ?